Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à appliquer le théorème de Gauss dans un cas particulier de distribution de charge qui est la distribution de charge cylindrique infinie. Donc on a déjà étudié le théorème de Gauss sur une charge ponctuelle, le théorème de Gauss appliqué à une boule chargée, donc maintenant nous nous intéressons au cylindre infini. Donc on nous dit qu'on considère un cylindre de rayon A, donc on dessine tout de suite, cylindre de rayon A, qui sera infini sur sa longueur. Donc ici on a représenté une portion finie, mais il faut imaginer que ce sera un cylindre infini. Et on nous demande de calculer le champ électrique créé par ce cylindre. Donc dans ce cylindre, nous avons une densité volumique de charge ρ. Et on nous demande de calculer le champ électrique tout d'abord en un point M à l'extérieur, puis ensuite en un point M quelconque à l'intérieur. Alors nous allons appliquer le théorème de Gauss. Donc tout d'abord, on va se placer en un point M à l'extérieur. Il faut définir un repère, le repère adapté ici, et le repère cylindrique, puisqu'on a une géométrie avec un axe de révolution, ici. Donc quand on a une géométrie avec un axe de révolution, c'est le repère cylindrique qui est le plus adapté. EZ. Et dans le repère cylindrique, la distance petit r, qui repère le point M, est la distance entre M et son projeté sur l'axe qu'on peut appeler H. On cherche déjà à avoir des informations sur le champ électrique, et donc on va utiliser les propriétés de symétrie et d'invariance de la distribution de charge. Alors, si on appelle PS les plans de symétrie et décharge la distribution de charge, on peut réfléchir à quels sont les plans de symétrie de la distribution de charge. Alors, passant par le point M, hein, c'est essentiel que ces plans passent par le point M pour qu'on puisse trouver la direction du champ E. On s'aperçoit que le plan M, alors j'ai fait une petite erreur là, dans mon repère, ce n'est pas EZ ici qui tourne, mais Eθ. Donc revenons sur les plans de symétrie. M, ER, Eθ, qui est le plan que je vais matérialiser en rouge comme ça ici, est un plan de symétrie de la distribution de charge, puisqu'on a un cylindre infini, donc de part et d'autre, au-dessus et en dessous, la distribution de charge est symétrique. Et on a donc MER, Eθ est plan de symétrie de la distribution de charge. Et on en cherche un deuxième, puisqu'on sait que E appartient à ces plans de symétrie, donc c'est bien d'en avoir deux pour avoir l'intersection. Et bien le deuxième, c'est le plan MER, EZ. Qui tranche, lui, c'est le plan en fait de la feuille sur laquelle nous sommes en train d'écrire, et qui tranche le cylindre en deux parties symétriques. Donc son pi s de la distribution de charge, E appartient à ces plans, et donc on va avoir E de M, qui sera de la forme E de M, ER. Voilà pour les symétries. Maintenant, on s'intéresse aux invariances, donc potentiellement le point M peut être décrit par trois coordonnées, R, θ et Z. Mais on s'aperçoit que si on se place au niveau du point M, on va avoir une rotation, une invariance de la distribution de charge si on tourne de l'angle θ, suivant le vecteur θ, ou si on se déplace de haut en bas suivant Z, puisque le cylindre est infini. Donc, on a une invariance par rotation dans le θ, on tourne autour du cylindre et donc la distribution de charge reste invariante, ou par translation suivant Z. Donc on en déduit que E ne dépend ni de θ ni de Z, et donc on conclut cette première partie d'étude avec E qui est égal à E de R, ER. Donc voilà l'étude des symétries et des invariances pour le champ E. Maintenant nous allons appliquer le théorème de Gauss, il va falloir déterminer une surface de Gauss. Alors au passage, ces symétries et les invariances seraient exactement les mêmes si M est à l'intérieur du champ, est à l'intérieur du cylindre, c'est-à-dire que si on avait pris un point M ici, on aurait trouvé exactement les mêmes symétries, les mêmes invariances. Donc je vais mettre ici, pour tout point M, à l'intérieur ou extérieur du cylindre. On ne sera pas obligé de refaire la même démonstration lorsque M sera à l'intérieur. Cherchons maintenant à appliquer le théorème de Gauss, et donc cherchons une surface de Gauss sur laquelle intégrer le champ E. Je vous rappelle que cette surface de Gauss doit passer par le point M,
Donc on va refaire un dessin plus clair ici, pour avoir le schéma juste à côté. On a ici un point M extérieur. Cette surface doit passer par le point M, doit être fermée, et doit être en cohérence avec la géométrie du système, c'est-à-dire qu'elle doit être soit perpendiculaire au champ E, soit collinaire au champ E pour calculer l'intégrale de E scalaire ds facilement. Alors, pour faire ça, on peut se poser, regarde à quoi ressemble le champ E. Le champ E est toujours suivant ER, c'est-à-dire que quel que soit le point où on est, le champ E est radial, il fuit l'axe de révolution du système. En voyant ça, on peut se dire qu'il serait intéressant de prendre comme surface la surface extérieure d'un cylindre qui passe par M ici, donc de rayon R et puis de hauteur, alors qu'on ne connaît pas pour l'instant et qu'on appelle H. Donc c'est la surface de Gauss qu'on va toujours utiliser lorsqu'on va s'intéresser à un cylindre infini. Donc soit la surface de Gauss, qu'il faut toujours bien préciser, égale cylindre de rayon R et de hauteur H. Alors je rappelle que c'est une surface fictive, alors je vais juste la redessiner en pointillé pour bien qu'on ait en tête que cette surface n'est qu'une surface fictive que nous dessinons pour appliquer le théorème de Gauss, mais elle n'a pas de matérialité. C'est pas une surface qu'on voit lors de l'étude du système. Et donc, je rappelle aussi que la distribution de charge, elle, est infinie. Et donc maintenant, nous allons appliquer le théorème de Gauss qui dit que le flux de E sur cette surface fermée, avec delta S sortant, est égal à la charge intérieure dans cette surface sur epsilon 0. Alors on commence toujours par calculer le membre de gauche, qui est le flux de E. Et donc, calculons E scalaire delta S. Alors, E, nous avons vu qu'il était de la forme, grâce à l'étude des symétries et des invariances, E de R, ER. Se pose maintenant la question de delta S. Ce que nous savons de delta S, c'est qu'il est sortant de la surface. Par exemple, si on le dessine ici, je vais dessiner delta S en bleu, delta S est porté par ER ici. Mais la surface est fermée, donc on peut aussi dessiner un delta S sur ce côté-là de la surface, et dans ce cas-là, on s'aperçoit que delta S est porté par EZ. De la même manière, il y a une autre partie de la surface qu'on peut considérer, c'est le bas du cylindre. Et dans ce cas-là, delta S est suivant moins EZ. Puisque EZ, c'est ce vecteur ici vers le haut. Et donc on s'aperçoit que delta S, son expression, va dépendre de l'endroit où on se situe sur la surface. Et comme on intègre sur toute la surface, il va falloir prendre en compte ces trois possibilités pour delta S. Alors ce qu'on va faire, c'est que la surface du haut, on va l'appeler petit delta S en haut, ici petit delta S en bas, et ici ça va être petit delta S sur la surface latérale. Et notre surface totale, la somme de E scalaire ds sur la surface totale, ça peut être décomposé comme la somme de E scalaire ds sur la surface du haut. La surface du haut, ici que je colorie en jaune par exemple. Plus la somme sur la surface du bas de E scalaire delta S. Alors cette surface du bas ici, je vais la colorier en bleu. Et il reste la surface latérale ici, comme ça, hein, sur tout le côté. Et on va ajouter plus E scalaire delta S sur la surface latérale. Ce qu'on sait, c'est que sur la surface du haut, delta S est collinaire à EZ, ainsi que sur la surface du bas, où cette fois-ci sera suivant moins EZ. Or, E, lui, est collinaire à ER, E est collinaire à ER, donc qu'est-ce qu'on peut dire ici? Sur ces deux surfaces, E et ds sont perpendiculaires. Donc, ce flux-là va être nul, et ce flux va être nul, car E perpendiculaire à delta S, pour les deux cas. Et donc, en fait, l'intégrale de E scalaire ds sur la surface fermée revient uniquement à calculer sur la surface latérale E scalaire delta S. Sur la surface latérale, donc je peux préciser en mettant delta S lat, delta S est égal à delta S porté par ER, c'est celui-là, qui est bien collinaire à ER. E est de la forme E de R, ER. Et là, ER scalaire ER va faire 1, et donc on va trouver E de R, delta S, sur la surface latérale. Ensuite, on va revenir maintenant sur des choses plus classiques. Sur cette surface latérale,
R est constant, puisque c'est la surface extérieure d'un cylindre. Donc comme R est constant, E de R l'est aussi. Donc on peut le sortir d'intégrale. Et il reste E de R. Alors je vais passer en dessous. E de R fois la somme des delta S sur la surface latérale, ce qui donne l'expression de la surface latérale qui vaut, alors la surface d'un cylindre, c'est le périmètre de la base circulaire de Pierre fois la hauteur. Et donc ça, c'est égal au membre de gauche, flux de ds, sur la surface de Gauss. Il nous reste maintenant à calculer, donc ça, on peut le souligner, c'est le premier résultat important. Il nous reste à calculer maintenant le membre de droite. Alors je vous conseille de refaire encore un dessin, puisqu'on a écrit beaucoup de choses sur le précédent. Le membre de droite, ça va être Q intérieur sur epsilon 0. Alors analysons notre système, donc on a toujours notre distribution de charge infinie. Alors c'est Q intérieur, entre parenthèses, hein, on le dit bien, à la surface de Gauss. C'est-à-dire, on a une surface de Gauss qui est comme ça, qui est ce cylindre de hauteur h et de rayon petit r. Et on doit calculer la charge intérieure. Alors la charge intérieure, si on regarde où est-ce qu'elle est, à l'intérieur de notre surface de Gauss, la charge n'est présente que ici. Puisque en dehors du cylindre qui a un rayon petit a, c'est du vide, donc il n'y a pas de charge. Donc Q intérieur, ici puisque R est plus grand que A, on se situe à l'extérieur du cylindre, donc R c'est ce qui repère la position du point M qu'on est en train d'étudier. Q intérieur, ça va être la somme des petites charges uniquement sur le volume colorié en jaune, qui est un cylindre de rayon A et de hauteur H. On sait que delta Q, c'est ρ delta tau, et ρ ici est uniforme. Donc je peux le sortir. Et là, je vais avoir le volume du cylindre précédent, hein, jaune, qui vaut bien l'aire de sa surface, c'est-à-dire pi a carré fois sa hauteur h. Donc on a calculé le membre de droite. On va donc égaliser maintenant le membre de gauche et le membre de droite. Oups. On en déduit que E de R fois 2 pi RH égale ρ pi a carré h. Il y a des simplifications, h disparaît, et c'est bien normal parce que h c'était finalement une grandeur arbitraire qu'on avait pris pour la surface de Gauss, il doit disparaître à la fin. Et on trouve que E de R égale ρ a carré sur 2R. Et donc que E, en tout point extérieur à la sphère, au cylindre, égale à ρ a carré sur 2R E de R. Alors ça c'est si R supérieur à A, c'est-à-dire que M est extérieur au cylindre. Si maintenant on considère un point M à l'intérieur du cylindre, je vous ai dit, les symétries invariances ne changent pas. La surface de Gauss qu'on va choisir ne va pas changer. Donc le membre de gauche ne va pas changer du tout. Ce qui va changer, c'est la charge intérieure. Donc revenons sur le membre de droite. Donc cette fois-ci on a notre cylindre de rayon, toujours notre cylindre infini de rayon A. Et cette fois-ci notre point M, qui était une distance R de l'axe, est à l'intérieur. Et donc on va prendre comme surface de Gauss, et bien prenons toujours un cylindre de rayon petit r et de hauteur h. La seule différence c'est que ce cylindre maintenant est dans le cylindre de charge, qui avait un rayon A. Donc j'appelle h cette hauteur. Où est la charge intérieure? Eh bien la charge intérieure de la surface de Gauss est ici. Et donc Q intérieur, donc cette fois-ci R est inférieur à A, Q intérieur est égal à ρ fois le volume en jaune du cylindre de rayon R et de hauteur H, ce qui va faire ρ fois pi R carré, donc la surface de la base, fois la hauteur.
Et donc en égalisant le membre de droite et le membre de gauche, on trouve que E de R fois 2πRH égale ρ pi R carré H. Autrement dit, E de R égale ρ R sur 2. Et j'ai oublié, ça c'est Q intérieur, donc il ne faut pas que j'oublie de le diviser par epsilon 0 sur 2 epsilon 0. J'ai oublié de le diviser sur epsilon 0 dans l'exercice juste au-dessus. Ici j'avais oublié le epsilon 0, donc remettez-le bien. Et donc E de M égale ρr sur 2 epsilon 0 ER. Voilà comment calculer le champ électrique créé par une distribution cylindrique de charge infinie en un point M à l'extérieur, ou ici, un point M à l'intérieur, c'est-à-dire que R est plus petit que A. Il suffit de prendre R égale A pour se rendre compte que la valeur de E en R égale A est la même si on prend cette expression-ci ou cette expression-ci. Donc on a bien continuité du champ électrique en R égale A.